Est-ce que je parle assez près du micro ou pas trop près? Parce que j'ai tendance parfois à m'approcher un peu trop. Ça va? Bon, vous faites signe. Hein. Ah, Martin me fait signe, ça va. Un point levé, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur le Jump Site. Bonjour Gilles. Salut Thierry. Je suis Thierry Dubois et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean Botti, qui Salut est tout le monde. directeur général et directeur technologique de Voltaero. Avec toi, on va parler propulsion hybride. On va Absolument. parler d'avions à motorisation hybride. Même plus que ça, on peut aller plus loin que Volontiers. le powertrain. Gilles, est-ce qu'on peut parler actu? Il y a l'actu, quelques ouais. jours, on était tous les deux à Paris pour les vœux du GIFAS, c'est-à-dire la conférence de presse annuelle de début d'année du groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial. Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Alors, le président du GIFAS, en l'occurrence Guillaume Faury, le PDG d'Airbus aussi, a présenté ses vœux, a fait le bilan de l'année écoulée. 2023, c'est une très très bonne année pour l'industrie aéronautique. Puis il y a eu le Salon du Bourget qui a été vraiment le temps fort de l'année écoulée. Et l'année dernière, donc, l'industrie aéronautique, la filière, a recruté 25 000 personnes, dont 8 000 alternants. Donc c'est assez impressionnant. C'est un peu ça qui a retenu mon attention. Surtout, c'est que cette année, pour l'instant, l'industrie table sur encore 20 à 25 000 recrutements, avec toujours une proportion importante d'alternants. Alors quand on dit alternants, ça veut dire que ce sont des jeunes en formation, garçons et filles, et qui ont une formation qui est rémunérée. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans des écoles, alors pour un CAP, mais aujourd'hui aussi pour un diplôme d'ingénieur, tous les niveaux de formation, et ils sont accompagnés pendant tout leur cursus, et à la sortie, ils sont quasiment sûrs d'avoir un boulot dans l'entreprise qui les a formés. Et si ce n'est pas l'entreprise, il y en aura une autre qui attendra. Donc là, il y a vraiment des opportunités. Et moi, c'est ce que j'aimerais bien arriver à convaincre tous les gens qui nous regardent, c'est qu'il faut en parler autour de nous. Nous, on a la chance de savoir ce que c'est que l'aéronautique. Et tous autant qu'on est, on s'éclate dans ce secteur. On n'est pas là, je ne sais pas si on est là par hasard, pas vraiment, mais en tous les cas, si on y reste, c'est qu'on y trouve vraiment de l'intérêt. Eh bien, alors qu'il y a plein de jeunes qui ne savent pas trop où aller. Il y a aussi des gens en reconversion professionnelle qui ne savent pas forcément vers quelle branche s'orienter. Là, l'aéronautique, pour moi, et pour beaucoup, c'est un secteur d'avenir. Alors Gilles, ce nombre de 20-25 000 recrutements en une année, est-ce que c'est beaucoup? Moi, il me semble que c'est plus que dans les années pré-Covid, c'est ça? Oui, on a un niveau supérieur, parce que dans les années pré-Covid, c'était plutôt de l'ordre de 11-12 000. Alors, ce qu'il faut voir aussi, pour être très juste, c'est qu'il y a quand même, au début du Covid, au moment du confinement, il y a quand même il y a eu pas mal de licenciements, et notamment les plus anciens qui sont partis. Donc aujourd'hui, il faut les remplacer. Ouais. Et quand on dit 25 000 recrutements, on a augmenté que de 4% le nombre de salariés. Le nombre total de salariés de la branche représentée par le GIFAS. Donc ces 25 000 ont en grande partie compensé. Mais ça va on continue. Il y a quand même une augmentation nette. Ouais. Alors, on parlait recrutement. Jean, est-ce que ça recrute chez Voltaero? Écoute, nous, le chiffre de 20 000, tu divises par 1000 et ça tombe bien. Voilà, c'est à peu près ce qu'on va recruter cette année, en plus de ce qu'on a, une vingtaine de personnes. Oui, donc en pourcentage par rapport à ce que vous avez actuellement, c'est énorme. Une grosse augmentation dans vos effectifs. Tu sais, aujourd'hui, on est dans le passage, je dirais, de la start-up à la PME, avec une usine qui se construit, etc. Donc, c'est un challenge pour nous. C'est pas le problème de recrutement. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par notre projet et de tous âges. Donc, on a aussi, nous, des gens qui sont en alternance, etc. Mais ce qui est important pour nous, ça va être de les absorber et puis de pouvoir continuer à les garder, etc. Parce qu'il y a beaucoup de turnover aussi chez les jeunes. Il y en a qui viennent de 3 ans et puis après, ils se sont fait un CV, ils s'en vont, etc. Donc, il y a tout un truc un mécanisme où il faut qu'on se garantisse que les gens qu'on embauche aussi, on les garde, on les fasse croître, etc. Ça, c'est la difficulté des startups, de toutes les startups d'aujourd'hui, je dirais. Ce qui avait retenu mon attention sur ce thème du recrutement, quand il a été abordé par Guillaume Faury et les autres responsables du GIFAS, c'est le rôle du Salon du Bourget
dans cette réussite des 25 000 recrutements. Réussite parce que c'est l'objectif que s'était fixé le GIFAS. Pour confidence de Didier Cayette, le patron de DR, il ne pensait pas qu'ils y arriveraient. Oui. Et puis ça a marché, en partie grâce au Salon du Bourget et aux gros efforts de promotion vers les demandeurs d'emploi, vers les étudiants, vers les jeunes notamment, et puis vers les gens vers la reconversion que tu mentionnais tout à l'heure. Gros efforts de promotion qui a porté ses fruits. Et rien qu'au Salon du Bourget, la filière a recueilli 7000 CV. Oui. 7000 CV qui ont été laissés sur des stands au Salon du Bourget et qui ont donné lieu pour moitié d'entre eux à des entretiens. Ce qui était assez étonnant dans ce Salon du Bourget, c'est que sur tous les stands, dès que le stand était un petit peu important, il y avait un guichet vraiment très identifié où on pouvait déposer son CV, et pas simplement déposer son CV, mais discuter avec des recruteurs. Et ça c'était quand même assez nouveau, parce que le Salon du Bourget, depuis pas mal d'éditions, est quand même un lieu de recrutement, ou au moins de promotion des métiers de l'aéronautique. Mais on n'était jamais allé à ce point à avoir un espace dédié, un guichet sur le stand, pour vraiment accueillir les gens en recherche d'emploi. C'était tout à fait spectaculaire, effectivement, et le résultat est spectaculaire. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de commandes Rafale, des Rafale, alors commande au sens vente de Rafale? Voilà. Alors, ça, c'est un petit peu en lien aussi avec le sujet précédent, c'est-à-dire que si on a besoin autant de talents, comme aiment dire les DRH, les recruteurs, des talents, avec des guillemets, c'est-à-dire de professionnels, c'est parce que aujourd'hui les carnets de commandes sont pleins, et entre autres, le carnet de commandes du Rafale, c'est assez exceptionnel quand même, puisque Dassault a donné ces chiffres-là la semaine dernière. En ce moment, dans le carnet de commandes de Dassault, il y a 211 Rafales à livrer, et il faut rajouter les 18 Rafales indonésiens qui ont été signés la semaine dernière. Donc, sachant qu'il y avait eu 18 Rafales indonésiens commandés en 2023 et de nouveau 18 début 2024. C'était la troisième tranche, ça veut dire que l'Indonésie a commandé ferme, elle a signé un chèque, et du moins versé la compte pour 42 Rafales. Donc 211 plus 18, ça fait 229, c'est ça, 229 Rafales à livrer. C'est assez extraordinaire pour un avion qui a vraiment eu du mal à décoller à l'export. Et aujourd'hui, c'est... 20 ans de souffrance pour arriver aujourd'hui à être le leader. Impressionnant quand même. Aujourd'hui, le problème chez Dassault, c'est justement de livrer. Et donc, il y a le problème de la montée en cadence. Aujourd'hui, Dassault arrive à peu près à 2 Rafales par mois. Pas tout à fait, puisque l'année dernière, ils en ont livré quand même que 13. Donc ça fait à peine plus d'un par mois. Mais l'objectif de Dassault, c'est d'arriver à 3 par mois. Mais 3, ça veut dire monter en puissance sur toute la chaîne des fournisseurs. Oui. Et là, Dassault aime bien dire qu'ils ont 500 sous-traitants quand même. On ne passe pas facilement de 1 à 2, et encore moins de 2 à 3 par mois. Effectivement, c'est un thème qui revient souvent quand on discute avec les responsables de Dassault, c'est à quelle cadence êtes-vous sur le Rafale, cadence 2, cadence 3. Ça t'inspire quelque chose, Jean, justement, ces commandes de Rafale, cette montée en puissance? Je pense que ça inspire de la fierté pour Dassault. Je pense parce que à un moment donné, si vous vous souvenez, il y avait quand même une grosse incertitude sur cet avion. Pas une incertitude technique, c'est un super avion, c'est pas ça le problème, mais c'était comment le vendre, etc. Ça a pris beaucoup de temps, et puis maintenant, voilà, c'est parti. Première commande, c'était quand, en 2015, 2016 je pense que c'était 2016. C'était vraiment en 2016 que c'était, je crois. Et donc, voilà, maintenant, c'est parti, moi, je suis très content. Suivez-nous sur Twitter, TikTok, Instagram, YouTube et tous les réseaux de la galaxie, ça nous aide beaucoup. Et donc, Dassault, c'est aussi le Falcon, et là ça marche moins bien. Alors là, je veux bien qu'on s'arrête un moment sur les chiffres de livraison Falcon. Alors il se trouve que je les suis depuis longtemps, et là on a été en 2023 à un plus bas historique, 26 Falcon livrés. Au lieu de 35. Au lieu de 35 prévus. Voilà. 35 qui aurait déjà pas été un nombre très élevé, qui était déjà un nombre faible de livraison prévue de Falcon. Il n'y en a eu que 26. Alors ça appelle 2 interrogations ou 2 commentaires. Bon, d'une part, le marché. Alors, quid du marché de l'aviation d'affaires sur lequel Dassault vend ses avions, c'est-à-dire le marché des gros avions d'affaires, des avions d'affaires à grande cabine, et sur lequel il est concurrent essentiellement de Gulfstream et de Bombardier, donc respectivement un américain, Gulfstream, et un canadien, Bombardier. Et bon, c'est difficile de comparer parce qu'on n'a pas les chiffres pour l'année 2023 complète
pour Bombardier et Gulfstream, les concurrents. Néanmoins, on peut dire, quand on regarde les 9 premiers mois de l'année, là on a les chiffres via le site de la GAMA, donc l'association des constructeurs, on peut dire que chez Gulfstream et chez Bombardier, les livraisons étaient stables, ou en légère augmentation pour l'un, légère baisse pour l'autre, mais il n'y avait pas de grosses variations, on ne pouvait pas parler de plus bas historique, contrairement pour le coup au Falcon, là, dont les livraisons ne se portent pas très bien. Les commandes n'ont pas été très nombreuses non plus. Et alors, deuxième commentaire, là, pour revenir sur le sujet des fournisseurs, de la supply chain en franglais, Éric Trappier ne cache pas qu'il a des problèmes de retard de livraison causés par la chaîne de fournisseurs. Donc, il dit qu'avec les clients, ça se passe bien, c'est pas des gros retards, mais quand même, c'est probablement l'explication, ou une des explications de cette différence entre les 35 livraisons visées et les 26 Falcon livrés seulement sur 2023. On peut souligner aussi que 2023 a été une année importante pour Dassault en matière de développement, de mise au point de Falcon, puisque le Falcon 6X, le dernier modèle, a été certifié, a été homologué en 2023, a fait son entrée en service fin 2023, là où les premières livraisons, je ne sais pas s'il y en a eu une ou plusieurs, en tout cas ils entrent en service. Je pense qu'il n'y en a eu qu'une, et en plus c'est le modèle de démonstration. Donc là aussi, je pense que le retard pris dans les livraisons du 6X, le nouvel avion, sont peut-être aussi une des explications du faible niveau des livraisons. Et ce retard, il est dû en grande partie aux administrations qui ont certifié l'avion aux États-Unis et en Europe, où là tout le monde se plaint, quand je dis tout le monde, c'est tous les constructeurs se plaignent qu'actuellement il y a un goulot d'étranglement, ou alors c'est que les autorités de certification font un peu de zèle, suite au traumatisme du 737 MAX peut-être. Mais donc du coup, ça a retardé les livraisons du 6X. Pendant ce temps-là, Dassault a continué à produire ces avions qui devaient être livrés. Il a continué à développer, du moins optimiser certaines des fonctions. Et du coup, il s'est retrouvé avec des avions qui étaient en attente de livraison, ou sur lesquels il a fallu intégrer les innovations et les faire certifier à nouveau par l'administration. Donc ça a été quand même une année assez compliquée d'un point de vue industriel lié à ces problèmes de relations avec l'administration. On peut s'attendre à ce que 2024 soit l'année du 6X, puisqu'il vient d'entrer en service et d'être certifié, on peut s'attendre à une montée des commandes et des livraisons. Je pense grâce au 6X, c'est probable, à suivre de près. J'ai peut-être un commentaire sur l'évolution de la gamme des Falcon. C'est des très beaux avions, il n'y a pas de doute. C'est un marché qui, par contre, à mon avis, sur le bas de gamme, est amené à évoluer. Et nous, Voltaero, on compte beaucoup sur notre avion, que ce soit le 6 places ou le 12, pour aller mordre dans ce marché. Pour l'entrée de gamme de l'aviation d'affaires. Oui, absolument. On veut aller dans cette entrée de gamme de l'aviation d'affaires. Je pense que nos avions se prêteront très bien à ça. Et je pense qu'il y aura beaucoup de clients qui vont regarder à ça parce que cette aviation d'affaires qui aujourd'hui est quand même pas mal décriée, vous l'avez vu, et avec une nouvelle technologie qui est électrique, hybride, etc., je pense qu'on peut offrir une nouvelle image de cette aviation d'affaires et je pense qu'on veut se positionner là-dessus. Nous, notre avion, il n'est pas forcément fait pour des aéroclubs, mais il est fait pour ce type d'aviation. Et donc, il y a d'autres applications, bien sûr, mais je pense que ça, c'est quelque chose que nous, on regarde de très près. Gilles, on te dit un petit mot du Cirrus SR22 Génération 7, Gen 7, qui là aussi a donné lieu à un article d'un Aérobuzz. Voilà, alors ça effectivement, c'est un article de Fabrice, mais c'est surtout un grand événement organisé par Cirrus, un événement, je dirais, mondial, comme maintenant savent les faire les constructeurs, c'est-à-dire une présentation en visio du nouvel avion. Et alors, quand je dis nouvel avion, c'est pas un nouvel avion, c'est la 7e génération du monomoteur, le SR20-22. Et donc là, on peut le voir sur la photo là, qui ouvre l'article de Fabrice Morlon sur Aérobuzz. On voit que ça y est, là maintenant, il n'y a plus que des écrans, il n'y a plus rien d'autre que des écrans, même presque 2 rangées d'écrans, puisqu'on a l'écran sur la planche de bord, plus une rangée devant. C'est un avion
qui, au-delà des écrans, facilite encore un peu plus le travail du pilote. Là, on parle de pilotes privés. Ce sont même si ce sont des pilotes expérimentés, ça reste quand même des pilotes privés qui utilisent l'avion pour des déplacements souvent professionnels. Et là, ils ont besoin d'avoir le maximum d'assistance. Cirrus a fait encore un grand pas en avant dans ce sens-là. Ça, c'est vraiment une chose que nous, on regarde de très près, puisque on travaille de très près, nous, pas avec Garmin, mais avec Avidyne. Avidyne, c'est le concurrent, c'est l'alternative. C'est l'alternative, en fait. Dans l'aviation générale, il y a deux grands concurrents, il y a Avidyne et Garmin. On va adapter la Quantum Suite d'Avidyne sur notre avion, qui est très similaire. Ça va être du 14 pouces, définition 4K. Et puis, on aura une tablette aussi, qui est dessinée pour aller sur l'avion, qui donnera toutes les assistances nécessaires pour faire aussi donner des informations en real time, comme on dit, en temps réel, sur la météo, les conditions, etc., pour justement faire de la navigation qui soit plus intelligente que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce qu'on a dans les mains. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment en tête, et en plus... Cirrus, c'est vraiment là où on veut être, c'est le créneau, c'est notre créneau à nous. Ça, c'est vraiment, voilà. Alors, chez Cirrus, on avait fait un article il y a pas longtemps sur Aérobuzz là, pour parler de ça, mais il y a tout un accompagnement quand même des Alors, des 3 pilotes. jours, ils font... Voilà, mais même quand tu achètes un Cirrus d'occasion et que Cirrus, le constructeur, n'est pas dans la boucle, que c'est une affaire entre deux particuliers qui se vendent, il y en a un qui vend et l'autre qui achète, Cirrus fournit un instructeur pendant 3 jours pour former le nouveau client de la marque sur son avion. Donc il y a vraiment un accompagnement. Et puis, en dernier ressort, je veux dire, si le pilote a des problèmes en vol, il y a un petit bouton, et puis ça ouvre le parachute, et puis tout le monde se retrouve au sol. Tu connais l'origine de ça? Non. L'origine du parachute, c'est parce que le Cirrus était un avion très difficile à piloter, dû à la difficulté que trouvaient les pilotes. Il y avait eu des problèmes au départ, et ils avaient mis le parachute, justement, au cas où, et c'est devenu un argument de vente. Ce parachute, maintenant, est devenu un argument marketing de vente. Mais à l'origine, c'était pas fait. Le parachute avait été vraiment mis là parce qu'il y avait eu des problèmes pour piloter cet avion. C'est l'origine du parachute. Cirrus comptabilise le nombre de vies sauvées par le parachute. Il y a un site dédié au parachute, et on peut voir le nombre de vies sauvées. Et quand Cirrus a fait le monoréacteur, d'emblée, ils ont mis un parachute, et là, ça a été une autre paire de manches pour certifier le parachute sur un jet. Là, ça a été quand même ça a été d'une complexité assez remarquable. En tout cas, nous, sur ce sujet-là, on est vraiment dans le même, le même esprit. Sauf que nous, je parle pour l'entraînement des pilotes. Oui. On sera obligé de faire ça parce que tu as 2 sources d'énergie. C'est une monomanette. Donc, il faut pouvoir former les pilotes, et on va avoir une infrastructure qui permettra de faire les mêmes choses. Il est prévu que nous aussi, lorsqu'on vendra nos avions, on ait un entraînement d'au moins 2 jours des pilotes pour les familiariser à l'hybride. Voilà. Alors merci pour la transition, justement, puisqu'on va se plonger dans ton projet, dans ton parcours, l'entreprise Volt Aero, l'avion Cassio, la motorisation hybride. Alors de quoi parlons-nous sur un avion, en tout cas sur celui que ton équipe, donc, puisqu'on parle aussi de Didier, de Marina et des autres, mettent au point. Pourquoi parle-t-on de motorisation hybride? Est-ce que c'est comme sur une voiture? Quel moteur fait quoi? Comment peut-on décrire une motorisation hybride sur le Cassio? Il faut distinguer 2 types d'hybridation dans un avion. Tu as l'hybride de série, ce qu'on appelle l'hybride de série, c'est ce qu'avait commencé à faire tout le monde, y compris les ampères, etc., où tu avais un moteur thermique d'un côté, un générateur de l'autre, et tu faisais fonctionner ça. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, c'est un hybride parallèle. Un hybride de série aussi, tu as le moteur qu'entraîne une génératrice, et c'est tout le temps. Nous, tu peux déconnecter complètement les deux technologies. Tu as le moteur thermique, tu as les moteurs électriques,
tu peux utiliser l'un, l'autre ou les deux combinés. C'est ça qui nous donne la redondance. C'est ça qui fait qu'on peut faire nos décollages et nos atterrissages en tout électrique. Donc, pour nous, ce n'est pas seulement un objectif, je dirais, de réduction de CO2. Parce que, je vais vous dire la vérité, les Américains s'en foutent du CO2. Il faut être honnête. C'est un problème européen. Mais les Américains, le CO2, c'est bien si ça participe. Mais pour eux, c'est confort de pilotage, c'est sécurité, etc. qui vient en premier. Donc, ça va devenir un argument de vente quand même. Une moindre consommation, des moindres émissions de CO2, ça va devenir un argument de vente même aux États-Unis. Non, mais si tu combines les coûts d'opération, l'Américain, il est comme les autres. Il a son porte-monnaie et il aime bien que ce soit toujours le plus rentable possible. Donc ça, c'est vrai. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que pour nous, décoller, atterrir en électrique, c'est surtout pour la bruyance. Ensuite, bien sûr, tu n'as pas d'émissions, donc c'est parfait. Autour des aéroports, les endroits les plus pollués, en général, c'est toujours autour des aéroports ou des aérodromes. Donc, ne pas émettre de pollution à la fois sonore et de la pollution classique, les NOx, le CO2, etc., c'est bien. Ça, c'est sûr. Mais nous, on a beaucoup réfléchi aussi au fait de la redondance. Tu vois, donc, en termes de sécurité. Et aussi de la sécurité de l'approvisionnement. Les bornes électriques. Les bornes électriques. Tu ne peux pas dire que tout va se transformer du jour au lendemain avec des bornes électriques partout, des trucs, ça ne va pas se faire. Donc pour nous, on s'est dit, toujours le principe décollage et atterrissage électrique pour les questions de bruyance. Et puis ensuite, si tu as un problème d'approvisionnement, tu es au point A et tu avais une borne, tu arrives au point B et tu n'as pas de borne, tu peux toujours décoller en thermique. Tu n'es pas bloqué. Alors que si tu avais un pur électrique, faut que tu ailles, tu te débrouilles, tu ne peux pas recharger. Et ça, donc, nous, on a toujours regardé à ça pour faire ce que j'appelle la révolution par l'évolution. Il faut être flexible avec les fuels, il faut être flexible avec les bornes, il faut être flexible avec un ensemble qui fait que du jour au lendemain, on ne pourra pas le faire. Tu vois, par exemple, là, tu vois le cockpit, etc., ça a été développé de A à Z. Il n'y avait pas de cockpit à l'époque qui était digital, c'était analogue. Donc on a dû refaire tout, on a dû mettre les moteurs Safran dans les moteurs électriques. Ça a été les premiers moteurs à voler de Safran, la Ziginius, sur un avion. On a mis ça au point avec Safran tout le long du parcours. Des batteries dans les ailes, des batteries à l'avant. On a enlevé, c'était un push-pull, on avait enlevé le moteur thermique avant. Et à l'arrière, tu as un moteur Nissan automobile couplé avec 3 moteurs électriques. Tout ça te donne une puissance de 600 kW. Cette puissance de 600 kW, elle est déjà capable aujourd'hui d'emmener 12 personnes. Alors que l'avion, c'est un avion qui avait été fait pour 6 personnes. Donc là, vous avez modifié un avion qui existait, qui s'appelait comment ? C'était le Cessna 337 push-pull. Push-pull, c'est-à-dire qu'il avait déjà une hélice à l'arrière avec 2 moteurs thermiques. Et une à l'avant. Voilà. Et là, la modification, elle est considérable. Vous avez mis deux moteurs sur les en traction. Voilà, sur de traction, un de poussée à l'arrière. Et tout ça, c'est une propulsion distribuée. Il était en push-pull à l'origine. Et là, on était tout content d'avoir notre nouvel avion qu'on allait transformer. Et on était à Angoulême. L'avion avait été... on avait été à Angoulême. Marina et moi, on avait amené un beau gâteau. C'était en juin. On avait amené un beau gâteau pour Didier. C'était son anniversaire. Et on met tout ça. On fait les pleins. Et on est supposé aller de Angoulême à Royan. Il fait très chaud. On a les pleins de carburant. Et là... Didier décolle et je vois bien, on était 4 à bord, de l'arrière, de l'avant, et je vois bien que mon Didier, il a du mal à décoller. Alors il a une panne de fermeture du train, il a une panne moteur au décollage, l'un des moteurs. Donc avec les pleins, avec tout ça, on peut pas. Il me dit, on peut pas décoller, quoi. Il me dit, les gars, ça va pas le faire. Moi, j'étais à côté, j'ai dit, écoute, ça va le faire. Pour lui booster le... Il dit, non, ça va pas le faire. Donc, il dit, il faut qu'on se pose. Et c'est là qu'on a trouvé un magnifique champ de blé en face de nous. Heureusement, voilà l'image, là. On a été sur un magnifique champ de blé. On a atterri là. Ça, c'était le début de notre Casio S. Vous voyez, les volets sont encore ouverts. Enfin, normalement, le train était... On n'a pas pu les fermer. Et on a fait 2 magnifiques sillons chez notre agriculteur qui était tout fier
de nous voir et de dire, vous savez, heureusement, hein, moi, mon champ, je m'en occupe très bien. Et effectivement, on était tombé sur un magnifique champ bien labouré. Et c'est là que, si vous voulez, qu'on a dû, on a dû vider complètement l'avion. Alors, vous avez vidangé les réservoirs, tu veux dire? On a vidangé les réservoirs, oui. Ouais. Oui, ils étaient pleins. Mais tu sais quoi, ça coulait gentiment quand on a atterri. Et alors, Marina, qui avait une peur bleue de l'avion en général, hein, mais qui était là, alors, complètement paniquée, elle s'assoit sur les marches là, pour descendre de l'avion et elle s'allume une cigarette, quoi. Alors, c'était... Marina, non, surtout pas la cigarette. Alors, elle part et là, c'était vraiment... Enfin, maintenant, on en rigole, mais quand tu vois la tête du gâteau... Le gâteau de Didier, en fait, quand on l'a mangé, il avait pas la même tête, hein, clairement. Mais bon, ça s'est bien terminé. Voilà l'aventure. On a été litroyés jusqu'à Royan, et c'est de là qu'on s'est dit, finalement, un hybride, c'est pas mal parce que la double sécurité, ça va nous faire du bien. Mais pour que ce soit bien clair pour nos viewers, donc on parle sur l'avion une fois modifié de 3 hélices. Chaque hélice peut être entraînée par le moteur thermique ou par un moteur électrique? Non, pas tout. Non. Les deux hélices de devant, celles que tu as vues, les moteurs Safran, c'est du pur électrique. D'accord. C'est à l'arrière. Oui. Tu as un module hybride. Et lui, il a un moteur thermique et 3 moteurs électriques. D'accord. Donc à l'avant, tu as 120 kW. À l'arrière, tu as 380. C'est 2 fois 120 kW Non. 2 fois 60, 2 fois 120. Et à l'arrière, tu as 480. Et à l'arrière, donc l'hélice à l'arrière, elle peut être entraînée par un moteur thermique ou 3 moteurs électriques. Exactement. Ou les deux combinés. D'accord. Voilà, c'est ça l'hybride parallèle. Parallèle. Et donc, pour faire le nouveau Casio, on a enlevé à l'avant, on n'a plus d'hélice à l'avant, pour des questions de bruyance, pour faire en sorte que cet avion soit le plus, le moins bruyant possible, pour faire en sorte que cet avion soit le plus économe possible, parce que le rendement se cumule là-dedans. Plus tu mets d'hélices, plus tu perds en rendement. Ça, tout le monde ne le dit pas, mais quand je vois ces trucs à 36 hélices, ça me fait rigoler. Et donc, on a fait quelque chose avec le nouveau Casio qui est très, très, très simplifié. Je ne sais pas si on a une vidéo du nouveau Casio. Voilà. C'est celui-là. Donc ça sera la version définitive. Ah oui, donc on est loin du push-pull du début. Donc ici, si tu veux, voilà. Alors, quand on regarde cet avion et qu'on regarde l'autre, on est dans un monde très différent parce qu'ici, il faut, pour qu'un avion électrique donne son meilleur rendement, un avion hybride, même hybride, il faut que tu aies une aérodynamique qui est quand même... là, elle a 50% et elle est plus efficace de 50% par rapport à un push-pull tel qu'on l'a vu. Donc, on a une finesse qu'on appelle une finesse de 10 par rapport à 15 de cet avion-là. Donc, on est beaucoup plus efficace. Et ça, tu peux pas... C'est toujours ce que je dis. Nous, on est très contents d'avoir fait le Casio S, celui que vous avez vu avant. Mais pour faire un avion qui se vend et qui ait de la longévité, il faut faire une aérodynamique qui aille avec. Ça, c'était tout le travail qu'on a fait avec Didier là, et avec les équipes pour arriver à ce point-là. En plus, on a voulu simplifier. On a voulu faire en sorte que l'avion... il soit le moins cher possible, donc moins de batterie par rapport au Casio S. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on a rajoutées, si vous voulez, qui font que cet avion, maintenant, on en est très content. Et c'est ça qu'on certifie à l'EASA, quoi. Voltaero, ou les Casio, c'est une nouvelle étape majeure dans un parcours déjà riche. Je passe la main à Gilles qui voulait parler de ton parcours. Jean, nous on se connaît depuis très très longtemps. Tu as parlé du Cri-Cri, tu as parlé de l'IFAN. Donc on se connaît depuis cette époque. Toi, tu es arrivé comment dans ce milieu aéronautique? Écoute, j'avais fait mes études dans l'aéro à Toulouse et puis après je suis parti aux US. Quelle école ou quelle fac? J'étais à l'INSA à Toulouse. D'accord. Ok. Et là, tu avais la spécialité aéro, comme dans Toulouse, c'est clair. Entre Sup Aéro et nous, il y avait juste un pont, tu vois. Tu allais d'une école à l'autre. Et c'était les mêmes profs. Il n'y a que quand on se rencontrait au rugby, on avait un peu de... Mais sinon, on avait beaucoup de profs communs, etc. Donc à l'époque... Et donc j'ai fait mes études là-bas. Ensuite, j'ai été dans l'automobile. Et je suis parti, j'ai été recruté pour aller aux US à General Motors pendant longtemps. J'ai fait quand même plus de 17 ans. Et c'est là que je me suis confronté tout de suite aux véhicules électriques.
J'étais jeune ingénieur embauché aux US. Il y avait l'EV1. C'était la première voiture que General Motors a développée, pure électrique, qu'elle a commercialisée en 1991. Et moi, j'étais un jeune ingénieur et je m'occupais justement d'une partie de ce véhicule électrique. On n'a jamais pu la vendre, vraiment. On l'a loué. Il y en a eu 400 qui ont été mises en commercialisées. Parce qu'en fait, à l'époque, l'essence coûtait 50 centimes du gallon, tous les 4 litres. 50 centimes tous les 4 litres. Donc, on ne pouvait jamais justifier un véhicule électrique. Mais moi, ça a été le commencement d'une pensée qui m'a amené après à être... J'ai fini ma carrière, j'étais responsable de l'hydrogène chez General Motors, des piles à combustible. Tout ce qui était la chaîne cinématique, responsable de la chaîne cinématique chez Delphi, qui était le fournisseur de General Motors, faisait partie de General Motors et qui fournissait tous les composants à General Motors. Donc j'ai fini ma carrière là-bas, recruté par Airbus pour aller retourner à mes premiers amours qui étaient l'aéronautique. Et quand je suis arrivé, c'est en 2006. Donc j'étais le directeur général délégué technologie et innovation pour le groupe. J'ai tout de suite voulu commencer la journée électrique, la roadmap électrique, la feuille de route électrique et aussi la feuille de route hydrogène. Les premiers essais d'hydrogène, je les ai faits avec la SNECMA. À l'époque, ce n'était pas encore Safran. Je me rappelle très bien, avec Jacques Ranvier. Je lui avais dit, écoute Jacques, il faut qu'on fasse une étude de l'injection assistée par hydrogène sur les turbines. On avait fait, déjà, c'était là le début vous voyez, c'était en 2006. Donc il y a longtemps, hein, et on avait eu des très bons résultats sur la combustion assistée hydrogène. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de l'hydrogène pur, etc. Moi, je dis que ce soit dans les moteurs à piston ou même dans les turbines, faire de la combustion assistée à hydrogène, c'est très bon. Qu'est-ce que tu appelles assister ? C'est-à-dire que quand tu injectes, donc tu as ton moteur thermique avec du carburant classique, tu peux toujours, au moment de la combustion, tu injectes. Donc tu as un injecteur essence, tu amènes un injecteur hydrogène. Tu mélanges ça, tu favorises, tu hydrogénises le milieu et ça te réduit énormément tes émissions. Ah d'accord, donc c'est un mélange de carburant classique et d'hydrogène ? Et d'hydrogène. Ah d'accord. Voilà, parce que beaucoup parlent que de l'hydrogène pur, mais tu as des solutions qui peuvent être très très bien avec des combinaisons de ce type-là. Moi je l'ai fait, je l'ai expérimenté. À l'époque j'étais chez GM, on travaillait avec BMW, qui avait lancé les voitures à hydrogène depuis très longtemps. Hein. Il y avait des taxis qui tournaient à Munich, etc., en pur hydrogène. Et ça marchait très bien. Airbus avance quand même sur la pointe des pieds là-dessus, parce que il faut que derrière, c'est bien d'avoir de la techno. La techno, elle va marcher. J'en suis persuadé. Je l'ai déjà fait, moi, avec les automobiles. La techno, elle va marcher. Et on va le faire aussi avec Kawasaki, d'ailleurs. On va avoir un moteur à hydrogène qui va être... Mais il faut aussi que le business soit compatible. Et là, le prix est un obstacle important. Oui. Revenons-en à ton parcours, Jean. Donc, tu nous as parlé de tes débuts chez General Motors, de ton arrivée chez Airbus au milieu des années 2000, c'est ça, 2006 2006. Alors, qu'est-ce que tu as fait d'autre chez Airbus ? Donc, tu as commencé par penser électricité et hydrogène. Chez Airbus, comme j'avais la responsabilité au niveau groupe de la technologie, ensuite j'ai récupéré la IT, j'ai récupéré la cybersécurité, la qualité. Alors, donc, technologie, informatique, cybersécurité et programme management. Voilà. Quand j'ai quitté, j'avais ce. Puis après, quand j'ai quitté ce portfolio-là, c'est morcelé. Hein, mais j'avais tout ça en responsabilité. Donc il y avait beaucoup de choses. Et bien sûr, dans la partie technologique, les choses que je peux dire qui ont été lancées à l'époque, comme je vous disais, il y avait cette feuille de route, la combustion à hydrogène, il y avait les électriques. Et ça, c'est là que j'ai fait la connaissance de Didier. C'est quand même Didier qui a dessiné le Cricri et qui a dessiné l'IFAN. Didier Esten, il était chez Airbus à ce moment-là ? Non. Pardon. Didier était chez ACS.
qui était un partenaire historique depuis tout ce temps-là avec nous. Là. Didier était là-bas. Didier avait dessiné le Cri-Cri électrique. Il a fait ensuite l'IFAN. Donc il avait dessiné le Cri-Cri électrique. L'IFAN et nous, comme on avait décidé de suivre cette aventure, on a racheté, alors pas les droits Alors au premier plan, c'est le Cri-Cri électrique, hein, c'est ça? Voilà. Donc qui est un avion... 20 kW. Donc adapté, donc le Cri-Cri qui était un avion initialement à moteur thermique. Le plus exact, transformé en électrique. Ouais. Donc là, pour la voltige, il y a 4 moteurs là. 4 moteurs de 5 kW chacun. Et il fallait quand même être courageux. Didier, il a été courageux quand même. Parce que là, il ouvrait la voie avec des batteries, etc. Enfin, c'était vraiment les prémices. Et il a volé, il a fait de la voltige avec ça. Donc on a appris à partir de là. On a commencé cette aventure-là. C'était nous, alors chez Airbus, on avait dit, OK, on soutient ce truc-là. C'était EADS, vous voyez, à l'époque, on n'était pas Airbus Group encore, c'était EADS. On soutient ce projet-là, et ça a été le début de l'aventure avec Didier. Et ensuite, on a fait, à partir de là, on a fait l'IFAN. Cet avion-là, il aurait dû remplacer le Vélis aujourd'hui. Il aurait dû être le Vélis français. On avait beaucoup d'avance. Malheureusement, c'est à l'époque, après Airbus a décidé d'arrêter. Donc c'était un projet d'avion électrique ouais. Par Airbus ou EADS, je ne sais pas. EADS à l'époque encore. C'est l'année d'après qu'on est devenu Airbus Group. Mais c'était EADS à l'époque. Et tu vois, c'était un très très bel avion. Très bien dessiné. 2015, on a fait le vol historique de traversée de la Manche a été en 2015. Et voilà Didier qui arrive. Et là, vous aviez un projet très très ambitieux, puisque moi je me souviens être allé à une présentation où il y avait un ministre, c'était Montebourg. Ouais. Et là, vous aviez parlé de produire 200 avions écoles. Oui, c'est ça. Vous aviez défini le lieu sur lequel serait implantée l'usine. C'était allé assez loin ce projet. Oui. On avait beaucoup travaillé sur le sujet, etc. Et puis, il s'est avéré que, moi, je suis parti en 2016 parce que je voulais faire autre chose. Et j'avais eu une opportunité d'aller dans le médical chez Philips. J'étais devenu numéro 2 à Amsterdam pour aller dans le médical. Je voulais faire un bout de 10 ans, tu sais, quand tu... Bon, il y a un moment... on a envie de changer, quoi, 10 ans. Et malheureusement, juste après, Airbus décide d'arrêter ce petit avion. Et alors, je me suis dit, quand même... Moi, le médical, au bout d'un an, je me disais, c'est bien, mais c'est pas mon truc. Donc... Airbus s'arrête, j'ai dit écoutez, on va reprendre l'équipe, on va avec les gars. Et puis il y avait Marina qui nous a un peu forcé la main pour dire les gars. Marina qui était dans l'équipe de l'IFAN. Elle était dans Airbus, dans Airbus Group Innovation. Elle était avec nous dans l'équipe. Entre-temps Didier avait été embauché par Airbus. Pour faire cet IFAN, etc. Donc, on a reformé avec ça, les 3 fondateurs, et on est parti pour faire le Voltaero, le Cassio, avec des idées totalement nouvelles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de ça qui est appliqué aujourd'hui sur notre Cassio. Rien. Ce sont des brevets nouveaux, ce sont des idées nouvelles. Je tiens à le préciser parce que des fois, on dit ils sont partis avec la techno qui avait été développée avant. Non, pas du tout. La techno de chez nous, c'est des brevets totalement nouveaux avec des idées nouvelles. Voilà. Gilles, depuis quand connais-tu Jean ? Moi, je le connais depuis le moment où tu es arrivé chez Airbus. Ouais, 2006. Ouais, c'est ça. 2006. Ouais. Et donc quand tu as quitté Airbus et après avoir quitté Philips, tu reviens dans l'aéronautique. Vous aviez tout de suite l'idée de cet avion que vous avez développé aujourd'hui. L'idée du powertrain, on l'a eu tout de suite. De la propulsion. Oui, la chaîne cinématique, on l'a eu tout de suite. D'accord. Donc là, on est en quelle année là ? Là, tu es en 2016. D'accord. Parce que là, on commençait déjà à discuter. Moi, c'était fin 2016, parce que je commençais un peu à dire, mais maintenant qu'Airbus on va essayer de faire notre truc nous-mêmes. Avec Didier, on avait eu quelques meetings, on a commencé à faire des trucs, et j'avais commencé à faire des calculs sur justement cette chaîne cinématique, etc. Et Didier, il dit, il y a un avion qui pourrait vraiment bien se prêter à ça,
qui est certifié, que je connais bien parce que j'ai fait des centaines d'heures là-dessus, c'est le push-pull de Cessna. Et on pas un avion courant. Donc ouais, il non, a eu cette mais idée. là, Didier arrive avec ça en disant mais il y a ce Cessna, le 337 là, qu'on devrait considérer parce que c'est vraiment versatile. Il avait raison. Donc on rappelle push-pull, ça veut dire un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Et donc, si tu veux, lui, il était parti là-dessus, il s'est dit... On va pouvoir, comme c'est un avion très solide, rappelez-vous, cet avion, il avait fait la guerre au Vietnam, etc. Vietnam, ouais. Il avait des bombes en dessous, les ailes. Donc c'est un avion hyper solide, on va pouvoir coller des batteries là-dessus, on va pouvoir monter les moteurs électriques Safran, et à l'arrière, on peut faire un push avec le module hybride. Et c'est ça qui nous a motivés pour acheter donc cet avion push-pull et de le transformer. Vous croyez avoir acheté un avion en bon état en Espagne, là, je peux vous dire que non, ça... c'est pas celui-là. Ah, celui-là, non. Celui-là, c'est le futur. Si seulement il pouvait être certifié déjà. Voilà, le voilà. Merci. Quand on s'est planté dans le champ de blé, on s'est dit, vraiment, il faut une redondance. Et c'est comme ça qu'on a créé, en fait, on s'est dit, ce qu'on est en train de faire là, avoir une double énergie, c'est quand même une sécurité très, très agréable. Et vous le voyez, l'avion, là, l'avantage qu'il avait, c'est que, comme tu le disais, 2 moteurs à l'avant et à l'arrière, tu n'avais pas de problème de mise en travers, etc. Et de pilotage, c'est facile à piloter. Alors, quand tu décolles, si tu as les pleins, etc., tu décolles pas avec un seul moteur. Tu le fais pas. Mais quand tu es en l'air, oui, tu peux maintenir le vol. Et ça, c'était quand même... C'est un bel avion, quand même. C'est un très bon avion, robuste. Et la conception date de quelles années? Dans les années 60, ça. 28 février 1960. Donc ça veut dire que c'est un truc qui a été fait dans les années 50. Si le premier vol s'est fait en 61... Alors, il vole tellement bien sur un moteur qu'il y a marqué sur le tableau de bord ne pas essayer de décoller sur un seul moteur. Bah oui. Nous dit Franck. Bah oui, ça, je peux vous le garantir. Fred qui ajoute prédécesseur du OV10 dans le US Air Force et au Calfire. Moi, je voudrais savoir à quel moment vous avez créé la société Voltaïro. Ah oui, tu as raison, oui. Donc 2016, les idées germent. Novembre 2017, je crée la société tout seul. Parce que Didier et Marina sont encore employés d'Airbus Group. D'accord, donc Voltaïro fin 2017. Donc, voilà, je crée mais à ce moment-là complice déjà. Marina, rapidement, en 2018, début 2018, elle s'affranchit des choses qu'elle avait à faire, etc. Elle rejoint et Didier tout de suite après, 1 ou 2 mois après. C'est-à-dire que le team, à partir de, je dirais, premier trimestre 2018, était ensemble. Et on a tout de suite embauché quelques gars historiques. Là, il y avait en particulier Arthur Runval qui avait participé à l'IFAN, qui est venu nous rejoindre tout de suite et on a commencé à monter l'équipe. Il y a Valentin Hardy qui avait fait l'IFAN aussi, qui nous a rejoints. Et puis on avait le support de toute l'infrastructure là qui était en Charente-Maritime avec ACS, ces gars-là. En particulier... ACS, leur spécialité c'était de monter des avions comme ça, et c'est eux qui avaient monté l'IFAN, tu vois, en composite, etc. C'est eux qui avaient fait... Ils fabriquent des composites oui, Aéro Composite Saint-Onge. Donc ils fabriquent du composite, et c'était avec eux qu'on a fait l'IFAN, c'est avec eux qu'on a fait beaucoup de parties du Cassio S, et puis maintenant on avance aussi avec eux. Le mock-up que vous avez vu au Bourget, c'est eux qui l'ont fait. Donc vous voyez, la maquette, tu sais, la maquette intérieure, pas celui qui était dehors. Le 330 à l'intérieur, c'est eux qui l'ont fait. Grâce à cette structure qu'on avait donc autour de Royan, ça nous a permis de faire avancer les sujets très très vite. On a un réseau là de petits fournisseurs qui sont vraiment dédiés, avec qui, c'est des tops, quoi. Et premier vol de l'avion modifié, on était en quelle année? Donc le premier vol du Cassio S, on y a été progressivement. Un an avant, on a fait 2000. On avait commencé, tu sais, d'abord on avait un moteur thermique et les moteurs Safran. Puis après on a enlevé le moteur thermique et on a commencé à mettre le Nissan avec les moteurs. Donc ça s'est fait étape par étape, mais ça s'est fait en 2019. Et puis le premier vol vraiment en configuration, ça s'est fait en octobre 2020. Officiellement, on a fait un peu avant, mais c'était en octobre 2020. Premier vol officiel du Cassio tel que vous le connaissez maintenant. Voilà. D'accord. Et cet avion-là, le Cassio S, comment est-ce que vous l'appelez? Est-ce que vous l'appelez un prototype, un démonstrateur? C'est un démonstrateur. C'est un démonstrateur. C'est un avion qui doit nous permettre encore d'évoluer. La prochaine étape de cet avion-là,
c'est de lui coller un moteur à hydrogène. Sur le celui-là, démonstrateur. sur le démonstrateur, D'accord. celui-là, pour voir comment ça réagit. Et on peut faire beaucoup de choses. Là, tu vois, par exemple, là, la prochaine étape de cet avion, c'est l'hélice que vous avez vue là, sur le Casio 330. Mhm. On a fait la même. Voilà, cette hélice qui est derrière l'arrière, là, elle n'a pas du tout été faite pour la bruyance. Mhm. Elle a été faite parce qu'elle était sur étagère. C'est toujours une hélice de Duc. Mais là, celle qu'on va monter cette année, là, qui va faire tous les tests de bruyance, qu'on va amener à Rochefort, là, ça va être la nouvelle hélice Duc. Et cet avion-là va nous permettre de défricher le terrain. C'est ce qu'on fait déjà à l'heure actuelle. Donc une hélice faite. Alors par- le régime de décollage sur la nouvelle hélice, du coup, c'est 1980 tours. Ça veut dire qu'on fait moins de bruit au Oui, décollage, bien c'est ça sûr, bien D'accord. sûr. Fort couple. Et tu vois, regarde comment elle est faite. Elle est vraiment très spécifique. Hein. Et On voit redis-nous, qu'elle le est constructeur de l'hélice, c'est Duc hélice. Duc Hélice, Duc Hélice. ici à Villefranche-sur-Saône. Ouais. et qui a fait l'hélice sur vos spécifications, Ouais, sur votre demande. ouais. Mais on peut dire qu'avec Duc, c'est une longue histoire de collaboration. Et franchement, je suis fier d'avoir Duc comme partenaire dans ce truc. Ils ont un niveau de réponse et surtout nos problèmes qui est... c'est des gens comme ça qu'il faut pour faire du développement rapide, quoi. Voilà. Les réseaux sur lesquels vous pouvez nous suivre, il y a Twitch bien sûr, Twitter X, YouTube, TikTok, Instagram et tous les réseaux de la galaxie. Surtout suivez-nous, ça nous aide beaucoup. Et alors qui as-tu trouvé jusqu'ici comme partenaire financier? Le premier partenaire financier, c'était des Russes qui étaient des partenaires à l'origine chez Airbus. Que, vous savez, quand Aeroflot a acheté tous ces fameux Airbus, tout le monde était content. Hein. Et puis arrive le problème des sanctions de machin, de patatrac. Il a fallu sortir cet investisseur, qui était un investisseur fidèle. Il a fallu sortir. Privé, tu veux dire ou... Ouais, privé. D'accord, Hein. ouais. C'était pas une institution, un privé. Après, on a eu un soutien très très fort de la région, qui a continué à soutenir. Et puis après, Donc la région Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. c'est ça ouais. qui a été vraiment un soutien infaillible à la société. Et puis après, on a eu des Italiens qui sont rentrés, et puis ensuite, on a eu Kawasaki qui est rentré. Et puis là, je ne peux pas encore en parler, un de ces quatre, je viendrai vous donner les nouvelles, mais on est en train de... Voilà, mais ce qu'il faut constater... Ça veut dire que, par exemple, il y a des capitaux italiens ou Kawasaki qui sont actionnaires de la société, on peut le dire comme ça? Oui. Voilà, on a gagné la France 2030. Et on avait aussi gagné l'Europe avec le Green Deal. Mais là, en Europe, si tu veux, quand tu gagnes le Green Deal européen, pour $1 ou un euro, il faut qu'en face, tu aies un euro d'argent privé. Et donc, il faut mettre en face l'investissement privé. Ça, c'est le plus difficile. Investissement industriel privé en France, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut aller à l'étranger. C'est le risque que des boîtes comme les nôtres, ou comme d'autres, quand il y a besoin de beaucoup de capital, ce soit les étrangers qui investissent le capital. Problème que n'ont pas les Américains ou les Chinois, parce que si l'État décide de leur donner du pognon, il n'y a pas besoin de mettre en face l'euro privé. Donc ça leur permet d'avancer beaucoup plus vite, d'obtenir de l'argent en plus grosse quantité, qui est de l'argent étatique. Au niveau européen, du financement espéré au niveau européen, comment s'appelle le projet? C'est Horizon Europe? C'est un programme de... C'était le Green Deal. C'était le H2020, le Green Deal, qui a été fait, qui a été démarré. Horizon 2020 avec Green Deal, et on a gagné. On avait été les premiers. On avait gagné deux choses. Il y avait une partie qui était une dotation de 2,3 millions, et puis on avait 11 millions d'equity. Mais en face, il faut mettre du privé. Il faut que tu puisses. Et alors, est-ce que vous aviez trouvé les... Non, on n'avait pas trouvé tout ça encore. Et vous aviez un temps limité pour trouver... Tu as un temps limité que tu peux étendre un peu, mais tu avais un temps limité. Et là, vous l'avez overshooté? On l'a overshooté, oui, aujourd'hui on l'a overshooté, mais ça peut ne pas être un problème, quoi. D'accord. Et alors, quand tu as un partenaire comme Safran, qui est donc partenaire depuis maintenant longtemps avec 6 ans avec la motorisation. Tu viens d'annoncer la semaine dernière qui s'impliquait encore un peu plus puisqu'ils sont dans tout ce qui est câblage. Donc c'est un partenaire comme ça, est-ce qu'il est considéré, est-ce que tu payes chacune de ses factures ou il le fait, il développe sur ses fonds propres, et à ce moment-là c'est vraiment un partenaire qui... Il y a un peu des deux.
Ouais. Il y a un peu des deux. Safran nous a beaucoup aidés mais on ne peut pas dire que c'est aujourd'hui un investisseur dans Voltaero. C'est D'accord. un partenaire, mais pas un investisseur. Donc on paye nos factures quand même. D'accord. Parce que eux, en même temps... Avec des facilités. Ouais. Mais en même temps, ils développent leurs propres produits. Ils sont en train d'accumuler de l'expérience à travers vous, parce que vous avez été le premier à faire voler leur moteur. Oui, mais on en tire aussi, nous, des bénéfices. Bien sûr. Je veux dire, ils nous ont donné des facilités. Sur les câblages, on va travailler ensemble. Et je pense que Safran peut aussi beaucoup apprendre avec notre CASSIO-S sur, comme je vous disais, sur les technologies de l'hydrogène, par exemple. Faire voler des turbines type Safran, hélicoptère, etc., ça pourrait être très intéressant. Aujourd'hui, nous, on a des moteurs à piston. Mais sur ce CASSIO-S là, tu peux très bien imaginer mettre une turbine type hélico, la combiner avec notre boîte de vitesse, enfin tout ce qu'on a fait, etc. Et tu fais voler un hybride hydrogène avec un moteur d'hélico. Et là, tu développes une puissance qui est capable d'emmener jusqu'à 19 personnes. Est-ce qu'on peut refaire un peu de vulgarisation, si je puis le dire ainsi, et voir les quelques photos d'automobiles, puisque, donc, si vous nous rejoignez, on parle toujours de propulsion hybride dans l'aviation. Merci pour la photo. Donc là, on voit plusieurs générations de la voiture hybride la plus connue, en tout cas celle qui a été la première Prius, dès la fin des années 90, 96, 98, je crois, dans ces eaux-là pour la première Prius. Pourquoi l'aéronautique se met-elle si tard à l'hybride par rapport à l'automobile? Écoute, je pense que l'industrie aéronautique en général est très conservatrice. Et ça se comprend parce que une voiture, tu sais, tu la mets sur la route, si tu as un pépin, tu te mets sur le bas-côté. Quand tu fais des avions, et Dieu sait, vous vous rendez bien compte, regardez la catastrophe du 737 sous toutes ses formes, là, le MAX, qui d'un moment à un autre n'arrête pas d'avoir que des ennuis. On se rend bien compte que même pour des sociétés comme Boeing, etc., c'est pas simple. Regardez Vertical Aerospace, qui a probablement dépensé, je sais pas, peut-être 10 millions sur ce proto, là, le premier, c'est le gros qui s'est craché là, récemment. On parle de Nivetol. Oui, c'est ça. Les eVTOL qui s'est craché récemment. Regardez l'histoire avec Joby, Zero Avia qui avait craché son premier proto, le Piper. Je veux dire, c'est pas un business facile, le nôtre, quand même. Et il faut y aller, comme je dis toujours, la révolution par l'évolution. Et donc, je suis pas étonné, si tu veux, que la partie électrique et hybridation arrive bien plus tard dans l'aéronautique qu'elle n'est arrivée dans l'automobile. Ça, c'est... Toute proportion gardée, tu veux dire? Toute proportion gardée. Alors, tu prends beaucoup moins de risques quand tu fais une bagnole que quand tu fais un avion. Alors justement, Martin et Bastien, pouvez-vous nous mettre des images du Casio 330 ? Aujourd'hui, le démonstrateur, comme son nom l'indique, n'a pas vocation à être certifié, n'a pas vocation à être homologué. Tu m'arrêtes si je me trompe. Le CASSIO-S. Le Casio, celui qui est le CASSIO-S, pardon. Ouais. Le CASSIO-S n'a pas vocation. Celui-là, oui. Celui qu'on voit là, oui. Et voilà, donc celui-là, ça c'est une conception entièrement Voltaero, donc c'est pas un avion modifié, ce sera une conception entièrement Voltaero. Oui. Ou est-ce qu'il a déjà volé ? Non, il doit voler cet été. L'été 2024. Oui. D'accord. Mais en thermique. Encore une fois, pour rassurer les ASA et les certificateurs. Donc avec un moteur. Quand tu as déjà une nouvelle piston classique, quand tu as une nouvelle aérodynamique, tu as une nouvelle hélice, tu as un nouveau moteur qui est le Kawasaki, mieux vaut d'abord faire voler le premier domaine de vol avec un truc classique. Et en même temps, on a au banc d'essai chez Akira, un partenaire avec Kawasaki et nous-mêmes, on est en train de faire tous les tests du module de puissance hybride là-bas à Bayonne pour justement être prêt. Lorsqu'on aura fait tout le domaine de vol, on aura un deuxième prototype qui, lui, va être le prototype de certification. Alors, à Bayonne, c'est quelle entreprise qui est... Akira. Ah, d'accord. Et ils ont des installations à Bayonne. À Bayonne. Et alors, tu parlais d'un moteur thermique Kawasaki, ça veut dire que c'est un moteur de moto ? Oui, c'est le moteur de la Ninja, 4 cylindres, hyper puissant, 2 kW par kilo, donc 2 fois plus puissant en rapport poids-puissance que les moteurs classiques d'aéronautique. Le poids chez nous, c'est 1,5. Tu mets des batteries,
tu as des moteurs électriques, donc il faut combattre ce poids. Donc tu le combats par deux choses. Tu réduis le poids des éléments et tu mets de l'aérodynamique en plus. Comme je disais, 50% d'amélioration de l'aérodynamique d'un avion comme ça par rapport à un avion classique, les Cirrus d'aujourd'hui ou tous les autres qui sont sur le marché. Qu'est-ce qui est long à mettre au point sur cet avion en particulier, avant son premier vol? Qu'est-ce qui est long? Je te posais la question parce qu'il me semble qu'à un moment, on espérait qu'il volerait en 2023. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'avais en tête 2023. Finalement, ce serait été 2024. Qu'est-ce qui prend du temps? Qu'est-ce qui est long? Tout. On n'a pas été aidé par le Covid. Ça a été... parce que les appros, tout ça, on n'a pas été aidé par le fait que les fournisseurs sont en retard chez les gros. S'ils sont en retard chez les gros, ils sont encore plus en retard chez les petits. Parce que c'est d'abord les gros, exactement, c'est les gros qui passent. Donc si tu veux, dans tout ça, et puis il faut dire aussi, tu fais un avion comme ça, tu veux pas te planter, il faut passer du temps, il faut repasser du temps, donc on préfère perdre un peu de temps dans le développement, mais être sûr de notre coup. L'avion qui a été, par exemple, tu vois, qu'on a montré au Bourget, qui avait vraiment une cellule en aluminium qu'on va faire, etc. Cette cellule-là, elle n'est pas viable pour voler. Elle n'était pas viable pour voler. Parce qu'elle ne peut pas être acceptable en tant que structure telle qu'elle avait été faite là pour voler. C'est pas si simple de Donc faire. vous allez passer à une structure en composite? Non, toujours en alu, mais l'obtention de la qualité d'obtention de l'aluminium, le premier avion qu'on a fait, qui était exposé au Bourget, n'est pas bonne pour voler. Voilà. Donc ça veut dire que l'avion qui va voler sera un peu différent de celui-là? Non. C'est la façon dont on l'a obtenu qui sera différente. Okay. Parce que la qualité des tôles, etc., tel qu'il avait été formé, n'est pas bon pour voler. C'est pas viable. Là, tu parles de métallurgie? Je parle de métallurgie. D'accord. Je parle d'obtention de pratique. D'accord. Parce que tu sais, comme dit Didier... Donc Didier Esten, directeur technique. Mon associé, il dit « le papier ne refuse pas l'encre ». Tu peux toujours faire des avions en papier, ça marchera toujours, tu vois. Et tu pourras dire à tout le monde, voilà, j'ai fait un avion, machin. Il y en a plein comme ça, même dans Aviation Week, ton journal. Tu as vu, tu as plein de trucs qui sortent tous les 2 jours. Il y en a un qui sort avec un gars qui fait maintenant, j'ai vu un 90 places avec 1200 km en électrique, etc. Mais la réalité, quand tu commences à faire vraiment l'avion, c'est vraiment différent. Et les exemples que je vous ai prenés des eVTOL qui se sont crashés, et même du Zero Avia, c'est des exemples concrets, réels. Donc il faut faire extrêmement attention. Alors, sur un avion comme ça, qui est quand même assez innovant, même si tu dis que vous êtes inspiré de Burt Rutan, toutes ces parties pris aérodynamiques, vous allez les tester ou comment vous les testez? C'est déjà fait. Il y a des essais en soufflerie, la simulation. On a fait 4 campagnes de soufflerie déjà. Où donc on a fait ça au Conservatoire des Arts et Métiers. À l'échelle 1? Non. Échelle réduite. Échelle réduite. On n'a pas les moyens. Excuse-moi, mais on a fait ça avec un partenaire qui s'appelle DTC. Et on a fait 4 campagnes pour arriver à ce résultat-là. Et on espère que on va pouvoir valider ça. Justement, c'est pour ça qu'on fait cet avion thermique au début, pour vraiment valider l'aérodynamique. Ce serait quelle puissance le moteur sur la première version? C'est le Kawasaki. Donc il fait quelle puissance? Il fait 180 kW, donc 230 chevaux, tu vois. Mais comme cet avion sera pratiquement vide, il n'aura pas les batteries, il n'aura pas donc c'est un avion qui va faire 1400-1500 kg, 230 chevaux sur un avion comme ça, ça va quoi, ça va le faire. Je voudrais qu'on revienne aux avantages de la propulsion hybride. Donc on va se projeter sur un Casio 330 qui serait dans sa version hybride. Ouais. Quel gain, quel progrès apporte la motorisation hybride? Tu parlais tout à l'heure de bruit. Le bruit, c'est un élément important parce que là, tu fais ton taxi, ton truc, tout en électrique. Roulage électrique. Oui. Ensuite, je te parlais de l'infrastructure. Tu décolles en électrique, tu atterris en électrique. Mais si tu as décollé avec tes batteries pleines, tu arrives à un autre endroit, tu n'as pas d'infrastructure de chargeur. Tu vois, aujourd'hui, nous, on a un camion qui suit l'avion, le Casio S. On a un camion avec notre propre chargeur qui suit chaque fois qu'on fait un vol. Il faut qu'on aille de l'autre côté pour recharger les batteries, etc. Donc, on emmène notre propre... C'est un démonstrateur. Mais tu vois, la contrainte. Donc, si tu as un hybride et que tu veux que tu as le problème, tu peux toujours décoller en pur thermique. Et ça, c'est quand même un sacré avantage. De souplesse. Donc, l'évolution, tu évolues avec l'infrastructure. Tu as un avion électrique pur, tu te démerdes. Il faut que tu aies de point A au point B, il faut que tu aies les chargeurs.
Donc moins de bruit, quasiment pas de bruit, très peu de bruit au décollage, très peu de bruit à l'atterrissage, donc une meilleure acceptation par les riverains de l'aéroport. Acceptation, si tu veux, d'un point de vue de l'infrastructure. Sécurité, parce qu'on a 2 sources d'énergie, et si tu es en panne avec une, tu as toujours l'autre. Et donc, quand tu es en vol, c'est quand même mieux que de déployer un parachute qui peut te faire atterrir donc, n'importe où, n'importe n'importe mais 2 comment. moteurs très différents qui peuvent l'alimenter. Absolument. Électrique voilà. et thermique. Et après, bien sûr, quand tu as des faibles distances, eh bien, tu peux faire tout ça en pur électrique avec des coûts d'exploitation qui sont relativement intéressants. Le prix de l'électrique est quand même vachement inférieur au prix du fuel. Alors, qu'est-ce qui remplacera le camion que vous utilisez avec le démonstrateur pour un Casio 330 qui serait dans sa version finale? Est-ce qu'il faudra un chargeur spécial à destination ou... Il faudra un chargeur qu'on essaie au moins dans cette industrie. Essayons de faire des chargeurs qui sont un peu universels. On en a montré un au salon de Dubaï, tu l'as vu à Dubaï. On a développé un chargeur qui est très spécifique à charge rapide, qui permet de charger. Bah oui, tu l'as vu aussi. Tu as vu avec des supercapaciteurs et puis des supercondensateurs avec combinés qui permettent justement de faire de la recharge rapide et de la décharge rapide. Tout en respectant, bien sûr, il ne faut pas surcharger les batteries, donc il y a tout un protocole à faire, mais on sait faire ça. Et c'est ce type de chargeur mobile qui peut être un très grand développeur pour l'avenir. La Prius, quand elle est arrivée, les premières générations sont arrivées, elles ont marqué une diminution significative de la consommation de carburant de ces voitures. Est-ce que c'est la même chose pour la motorisation hybride en aéronautique? Est-ce qu'on apporte aussi une diminution de la consommation de carburant? Ça dépend de tes missions. Plus tu vas faire des missions longues, moins tu auras d'économie d'énergie. Parce que tu vas utiliser beaucoup plus le thermique. Tu vois, le mec qui veut faire 1200 km, il ne va pas les faire avec son électrique, à part ceux qui racontent ça dans les bouquins. Donc si tu fais une mission qui est jusqu'à 150 bornes, tu vas avoir un avantage certain de gain. Si tu en fais entre 150 et 300, tu en auras moins, et puis si tu vas au-delà, tu en auras encore moins, quoi. Donc tu vois, on ne peut pas dire, je ne peux pas te donner un chiffre... Ça dépend beaucoup de ton profil de mission, du point A au point B et tout ça. L'ordinateur qu'on va de bord le calculera lui-même sur la tablette additionnelle qu'on va mettre dans la... Là, le gars pourra savoir exactement, avant sa mission, combien il va consommer, combien il va en... Le truc lui proposera le trajet parfait, le plus économique possible. Tu peux nous donner un ordre de grandeur sur un vol de 500 km? Si je te fais un vol allez, jusqu'à de 100 km, etc., là, je vais dire, tu vas faire 93% d'économie d'énergie. Parce qu'on sera principalement en électrique. Principalement en électrique. Tu fais tourner ton moteur ralenti au décollage parce qu'au cas où tu as un pépin, on parlait de la sécurité, il faut que tout de suite que tu aies le temps de réaction du moteur thermique. Donc il faut que tu fasses tourner au ralenti ton moteur, mais il ne fait pas de bruit là, quand il est au ralenti. Et après, donc c'est pour ça que tu as ces 93%. Et après, quand tu as un vol à 600 bornes ou 700 bornes, là tu vas être à 17% d'économie d'énergie par rapport, rapport aux 93%. Donc tu vois, entre les deux, tu as tout un panel de possibilités. Les voitures hybrides, au moment du freinage, ont cette fonction régénérative qui permet de recharger un peu les batteries. Enfin, le freinage permet de recharger les batteries. Est-ce que lors de la phase de descente, le Casio 330 rechargera ses batteries? Non, on n'aura pas de windmilling. C'est le phénomène de windmilling. Faire tourner les hélices par le flux. Faire tourner les hélices par le flux, mais non, on n'aura pas cette fonction-là. Est-ce que ce serait utile? Je pense pas. Tu accumuleras pas assez d'énergie pour... La voiture, tu sais, c'est une grosse inertie. Tu freines, c'est constant. Elle freine souvent, la voiture, elle freine tout le temps, elle accélère, elle freine. Là, ton occasion, c'est là-haut de faire du windmilling à la descente. Et puis quand tu serais à l'atterrissage, tu vois. Mais c'est une complexité importante sur un avion. Pour une phase finalement relativement courte sur l'ensemble du vol. Sur l'ensemble de vol. Est-ce qu'on peut parler des usages des clients potentiels? Ton avion, tu l'imagines demandé par quel genre de client, quel genre d'utilisateur? Je pense que ça va être de la petite aviation régionale commerciale. Tu vois. Je pense qu'on va mordre certainement dans l'aviation d'affaires. Alors, petite aviation régionale commerciale, là on est dans quelle capacité? Combien de sièges, pardon? Écoute, là on va faire, donc tu vas voir, on va faire un 4-5 sièges, ensuite un 6, plutôt un 4 là, le premier c'est plutôt un 4. Mais tu sais, le taux de remplissage pour la petite aviation régionale aujourd'hui, il est 2,7.
Okay. Ça, c'est la moyenne. 2,7. Le taux de remplissage de ces petits avions-là qui font, par exemple, tu veux faire Brest-Ouessant, c'est à peu près 2,7. 7 sièges. 2,7 personnes. D'accord. En moyenne. Tu vois ce que je veux dire ? Dans un avion qui fait quelle taille aujourd'hui ? Qui fait 4 personnes et un pilote, quoi. D'accord. Tu vois ? Et donc, ou 3 personnes et un pilote. Je devrais faire Brest-Ouessant plus souvent. Voilà. et donc, si tu veux, c'est cette moyenne. Après, quand on monte à 6 et à 12, le 12, on va carrément rentrer. Si on rentre carrément dans l'aviation d'affaires, la petite aviation d'affaires, le bas de gamme, tu vois, on parlait des Falcon, etc. Je pense que là, on peut rentrer vraiment, prendre une partie de ce marché-là. Donc là, pour le coup, vous serez en dessous des Falcon. On est dans le bas de gamme. Ouais. J'insiste. Ouais. Nous sommes dans l'entrée de gamme. L'entrée de gamme, le beach. L'entrée de gamme, le beach. Quand on voit ces avions, c'est pas du bas de gamme. Non, t'as raison. Tu te dévalorises en disant ça. C'est vrai. Le beach et les trucs comme ça, là, les citations, là, on peut aller être en compétition. Et avec des gens qui, aujourd'hui, sont assez fortunés, etc., et qui ont besoin d'une nouvelle image. Parce que l'aviation d'affaires, les BizJet, aujourd'hui, sont très décriés, vous le savez. Et il n'y a pas qu'ici, même aux États-Unis. Donc, refaire une image de ça avec des avions comme celui-ci, je pense que il y a clairement un marché pour ça. Alors, c'est Air New Zealand qui s'intéresse à vous, non ? Oui. Oui, pour faire justement l'hybride, là, et pour du cargo. Mais il n'y a pas que. On en a d'autres, je peux pas encore dévoiler, mais il n'y a pas que. Je pense que aussi le cargo a son intérêt avec nos avions. Toujours pareil pour faire des opérations 24 heures sur 24, la nuit, etc. La poste aussi, tu vois. Transport de personnes aussi. Cet avion aussi, il peut rentrer une chaise d'handicapé directement. La porte est tellement grande qu'on rentre une chaise... Dans le Cassio 330. Dans le Cassio 330 déjà. Dès le premier. Oui, dès le premier. La cabine est vraiment grande. Tu l'as vu. C'est vrai. Moi, j'aurais une question, parce que là, il ne nous reste plus beaucoup de temps, je crois une dizaine de minutes, comme tu le dis. C'est quoi le calendrier pour toi maintenant ? Il y a cet objectif de faire voler du premier vol au cours de l'été. Vous en êtes où ? L'avion, lui, il est en cours d'assemblage actuellement, ou à quel endroit ? Alors, aujourd'hui, donc, on a... des briques, l'avion, il y a des briques qui sont en train d'être construites en Italie. La structure sera construite en Italie, chez Tesi, notre partenaire. Et il y a des briques techno qui sont, comme je te disais, chez Akira, avec le moteur Kawa, etc. Et je pense que le premier avion, celui qui va voler cet été, sera assemblé complètement en Italie, je pense. D'accord. Pour des questions de praticité. Donc, on va emmener les éléments là-bas et puis on va assembler. Voilà. Mais le premier vol, donc, du coup, aura lieu où, alors ? À Rochefort. À Rochefort, oui. Là, dans notre nouvelle usine. Là. Symbolique. Ah oui, Ça peut pas être ailleurs. Oui. Quelle raison vous a poussé à choisir les ailages d'aluminium plutôt que le composite ? Alors, très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. La première, c'est que le composite est conducteur. Donc, quand tu as 800 volts et des centaines d'ampères dans un système, il vaut mieux isoler les passagers quand même. Donc, si tu fais un petit avion avec du composite, il va falloir que tu amènes du treillis de cuivre avec un retour à la masse. Donc, ça va te coûter cher. Ça va ramener du poids. La cellule, et il faut la faire en alu, c'était beaucoup plus facile. Elle t'isole beaucoup mieux. Des radiations aussi, les interférences électromagnétiques, tu as une meilleure isolation. Mais l'aluminium, c'est conducteur aussi ? Beaucoup moins. Beaucoup. C'est une bonne cage de Faraday, l'alu. Ah oui, c'est une bonne cage de Faraday. Je te suis. Eh oui. Alors que ce n'est pas le cas du composite, n'est pas une bonne cage de Faraday. C'est pour ça que même dans les gros avions, ils mettent un maillage de cuivre pour pouvoir faire le retour. Et tu parlais d'une tension très élevée, 800 volts, pour passer les puissances électriques qui se comptent en kilowatts. 800 volts, c'est très élevé. Je crois que les voitures électriques les plus évoluées sont à 800 volts. Arrête-moi si je dis une bêtise. Je crois même qu'elles sont un peu inférieures. Enfin, les nouvelles, la nouvelle génération 800, c'est les nouvelles générations. Elles étaient à 500. Comme le Cassio 1 est à 500, le Cassio 330 sera à 800. Et alors, dans l'aéronautique, sur un avion de ligne, par exemple, c'est quel voltage, quelle tension qui est utilisée aujourd'hui ?
Oh là, tu es loin. Tu es loin. Mais bon, là, c'est difficile à comparer parce que tu n'as jamais que des APU, des trucs comme ça. C'est pas la batterie n'est pas, c'est pas celle qui t'amène la puissance. Donc les voltages, tu vois, tu as 400 volts, je crois, des trucs comme ça. Quelles sont les implications, voilà, d'augmenter la tension dans le domaine aéronautique? Est-ce qu'il y a des implications en matière de conception, de sécurité? Bah forcément, il faut bien faire attention à tout ça. C'est pour ça que je disais, quand tu sais pas, vaut mieux aller sur du sûr. Donc nous, l'aluminium, on pense que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Donc si on devait faire des pièces en composite, ce serait plutôt dans des trucs où tu as des ailes où il n'y a pas des humains, etc. Ou bien la partie arrière, là, elle peut être faite en composite si on a besoin de gagner du poids, mais tu ne gagneras pas beaucoup, tu vois. Par contre, la cellule, la laisser avec son... C'est beaucoup plus réparable, en plus, l'alu. Il y a beaucoup d'avantages, hein. Et puis c'est moins cher. Puis aussi, c'est moins cher. Tu sais, quand on regarde l'A320, je parle de l'A320, je parle d'un gros avion. On a toujours eu du mal à justifier qu'un A320 devait être en composite. Un petit coup, un moyen courrier, etc. On avait beaucoup de mal à justifier que ça avait un sens d'un point de vue économique de le faire en composite. Alors que ça se justifie quand tu fais un long courrier, parce que là tu gagnes sur un long courrier. D'où l'usage des composites sur le 787 et le Airbus A350. Bien sûr. Alors vous imaginez les mecs qui veulent faire des 90 places... qui annonce d'être 90 places tout électriques. Tout à l'heure, tu évoquais l'intérêt d'Air New Zealand, de la compagnie néo-zélandaise Air New Zealand pour vos avions. À partir de quel moment, quand on met au point un avion, quand on a une start-up bientôt PME qui met au point un avion, à partir de quel moment on peut demander à un client potentiel de verser un acompte? J'imagine qu'aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt, mais est-ce qu'il y a un moment dans le développement où on peut dire, écoutez, là on est bien avancé, l'usine elle existe. L'assertif. D'accord. L'assertif pour verser un acompte d'un client potentiel. Quand tu as certifié le machin, que tu sais, maintenant, quand tu es à la phase finale de la certification, là tu peux commencer à dire, écoutez, moi dans 3-4 mois je suis certifié, maintenant il faut mettre l'argent. Je ne suis pas inquiet pour ça. Tu vois, parce que je suis plus inquiet pour traverser la vallée de la mort, pour arriver à la fin de l'assertif, que pour d'arriver quand tu es au bout. Là, les clients, ils seront là. On a déjà plus de 220 commandes. Et puis après, le problème, tu sais, tu peux en avoir 500, tu peux en avoir 600. L'important, c'est d'être crédible. C'est comme tu disais, c'est de matérialiser les commandes. Tu peux avoir 1000 commandes. Tu as des mecs qui vont te lancer ça leur fait du bien, c'est bien pour faire croire aux investisseurs. Mais le vrai truc, c'est quand les gars, ils te signent, ils disent, OK, moi, je te prends 20 avions et je te mets 20% de la commande sur la table. Il n'y a pas beaucoup qui ont 20%. Tu vois ce que... Donc, c'est ça c'est l'essai qu'il faut transformer. Et ça, tu ne le transformes que quand tu as un avion qui vole, un prototype qui est crédible, etc., etc., etc. Ça fait beaucoup de conditions. C'est ce qu'on s'attache à faire. Donc aujourd'hui, je reviens à ta question initiale, qui est où c'est vous en êtes de l'assertif. On a commencé l'assertif en octobre 2021. On a franchi sur 4 étapes. On a eu la deuxième étape cet été, là. Et là, on part pour les 2 étapes. Étape validée par l'autorité européenne EASA. C'est l'EASA qui a donné son tampon. Là, on est au step 3 et on va aller au step 4. Ça, c'est les 2 dernières. C'est les plus difficiles, mais on s'accroche. C'est tout ce qu'on te souhaite. C'est à regret qu'on va te libérer, Jean. Merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous sur le Jump Site. Vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Gilles, on parle du ou des prochains rendez-vous? Déjà, c'est vrai qu'on est frustré. On aurait aimé pouvoir parler avec toi, prolonger cette discussion. Alors, donc, je vous propose qu'on se retrouve avec Jean au mois d'avril au salon de Friedrichshafen. Tu y seras? Ah oui, carrément. Tu y seras. Donc, on continuera cette discussion et en plus, à ce moment-là, tu auras progressé encore et tu seras encore rapproché du premier vol. Oui. Donc ça c'est au mois d'avril, ça sera à partir du 16 avril qu'on pourra se retrouver sur le plateau de Jump Site. Et la semaine prochaine, mardi, donc c'est Jérôme qui sera sur le plateau à notre place pour parler avec Elliot des formations dans le métier, dans l'aéronautique. Alors formation dans l'industrie aéronautique, c'est-à-dire aussi bien on part du CAP, BTS, etc. Il y a beaucoup de débouchés. Donc aussi bien production que maintenance. Production, maintenance. Et donc là, on va rentrer
concret pour parler de... Si c'est le moment, si vous avez dans votre entourage des jeunes qui se posent des questions là, d'orientation, invitez-les à venir sur Jumpseat mardi prochain. Merci beaucoup encore Jean, merci Gilles. Merci. C'est un plaisir d'ailleurs, merci aux auditeurs là, qui nous encouragent. Je suis très sensible à ça. Pensez à nous suivre sur tout le réseau de la galaxie, de Twitter, X, à YouTube en passant par Instagram et Twitch bien sûr. Est-ce qu'on est sur Facebook? Pas sûr. Oui, on est sur Facebook. À bientôt sur le Jumpseat. Merci beaucoup à tous. Merci le chat. Merci.